Je crois qu'effectivement, nous sommes tous à nos places de professionnels, mais aussi en tant que personnes, en train de rechercher à la fois la distance par rapport à soi, par rapport à sa formation, à son cadre, mais aussi la présence à l'autre, et ça ne peut pas se faire seul. Et les mesures de protection, et je commencerai par là, sont des mesures qui ont vocation, en tout cas c'est l'esprit de la loi de 2007, de s'inscrire dans une trajectoire. Et il est fondamental que chacun de nous, vous les soignants, vous les familles, nous les professionnels du droit, nous puissions inscrire ce qu'est la protection. C'est un beau mot, la protection. Ça n'est pas un enfermement, c'est véritablement à un moment donné se poser la question de qui décide, comment et dans quel cadre. Alors je rappellerai, moi aussi, en essayant de tenir le temps, que cette réforme, oui, Joël y veillera, que cette loi du 5 mars 2007, qui est le cadre des régimes de protection en France, est une loi qui a été voulue par l'ensemble des professionnels, des familles, des associations d'usagers, parce qu'il avait été observé que le système ancien, qui était le système d'une loi de 1968, était un système qui portait principalement sur la protection des biens et pas du tout sur les conséquences de la protection des biens et donc de l'accompagnement à un certain nombre d'actes ou de la représentation dans un certain nombre d'actes. On ne réfléchissait pas suffisamment aux conséquences sur la personne et sur la manière dont on pouvait continuer à lui faire décider un certain nombre de choses. Depuis un certain nombre d'années, dans le contexte européen, plusieurs pays avaient aussi fait évoluer leur législation. De nombreux pays, comme l'Espagne, l'Allemagne, avaient engagé une réforme de leur régime de protection. Et surtout, le Conseil de l'Europe avait, dans une recommandation extrêmement importante de 1999, proclamé les intérêts, la nécessité de respecter le bien-être de la personne, aussi bien que ses souhaits et ses sentiments. Ça a été évoqué ce matin, ce ne sont pas des concepts juridiques, c'est vraiment mettre de l'humanité dans la protection des personnes quand cette protection devient nécessaire. En France, le développement de la médecine, l'allongement de la durée de la vie et puis aussi l'affirmation progressive des libertés individuelles par rapport au corps humain avait amené à se poser la question de la protection comme la validité du consentement. Cela a été évoqué ce matin. Et c'est dans ce contexte que les magistrats, que les juges, qui sont d'abord des juristes, mais aussi des juristes qui doivent appliquer la loi et éventuellement la faire évoluer, s'étaient emparés de la loi de 1968 pour la faire évoluer vers une protection de la personne. Et dès 1989, la Cour de cassation avait validé cette idée que organiser un régime de protection, c'est forcément s'intéresser à la personne qui va en être l'objet, mais qui, au-delà, doit redevenir le sujet de sa propre protection. Alors, l'objectif de cette réforme, encore une fois, qui a été voulue par tous, a été d'assurer non seulement la protection des revenus et des patrimoines des personnes les plus fragiles, mais au-delà, de reconstruire cette protection dans le respect des droits de la personne, de sa dignité, et en préservant autant qu'il est possible, et cette expression autant qu'il est possible est fondamentale, une marge d'autonomie, c'est-à-dire une marge de liberté dans ce qu'elle va pouvoir exprimer comme souhait, comme désir, à l'intérieur d'une protection qu'elle n'a en général pas voulu. Alors cette attention désormais première portée au respect de la personne est très clairement énoncée dans l'article 425, je citerai peu d'articles, mais il y a des articles fondamentaux, dans l'article 425 du Code civil, qui pose le principe qu'une protection juridique est d'abord une protection des biens et de la personne. Le juge pouvant dissocier la protection des biens d'un côté ou la protection de la personne de l'autre, c'est-à-dire que le juge peut estimer, dans chaque cas singulier, que protéger la personne, ça peut être par exemple lui désigner une personne de confiance, une personne qui va l'accompagner dans les décisions les plus importantes de sa vie, telles que par exemple le choix du domicile, telles que par exemple l'accompagnement aux soins, avec toutes les imperfections qu'on constate aujourd'hui entre le Code de la santé publique et le Code civil, sur lesquels nous sommes évidemment encore en train de travailler. Mais le juge peut aussi décider de limiter la protection aux biens et dire que finalement, ce qui est important, c'est d'aider la personne dans la gestion de ses revenus et de son patrimoine, mais pour tout le reste, elle peut continuer à décider elle-même. Autre article fondamental qui est vraiment le point de repère de tous les magistrats, de tous les juristes, et je pense au-delà de tous les professionnels, c'est l'article 415 du Code civil, qui dit clairement que les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens
que leur état ou leur situation rend nécessaire, c'est le premier point. Deuxième point, cette protection est assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Et en troisième lieu, la protection a pour finalité l'intérêt de la personne protégée et elle doit, dans la mesure du possible, favoriser l'autonomie de celle-ci. Cela veut dire que les juges, les mandataires, qu'ils soient familiaux ou qu'ils soient professionnels, devront veiller à ce que ces principes soient respectés à l'intérieur de la protection, que ce soit la protection judiciaire, dans les systèmes que sont la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle, on a gardé l'architecture ancienne, mais aussi dans le mandat de protection future, qui a été évoqué ce matin. Il est bien évident que si vous anticipez votre propre protection en désignant une personne pour protéger vos biens ou votre personne ou les deux, elle devra respecter ces principes posés par l'article 415. Pourtant, 3 ans après l'entrée en vigueur de cette réforme, un certain nombre de questions demeurent posées et l'effectivité des droits des personnes à l'intérieur de la protection pose encore difficulté. Les termes juge des tutelles, mandataire judiciaire, curatelle, sauvegarde, tutelle, ce sont encore des termes qui font extrêmement peur. C'est une violence de penser à une mesure de protection et c'est une violence d'emmener un de ses parents, un de ses proches chez un juge. D'autant plus que nous sommes obligés de constater que, on l'a évoqué ce matin, l'anticipation n'est pas encore suffisante. Et on voit à nouveau le nombre de régimes de protection augmenter. Cette réforme avait pour objectif d'essayer de trouver des solutions en amont, et pourtant, depuis 2010, on voit encore de nombreuses demandes de protection être faites dans des conditions extrêmement difficiles, c'est-à-dire souvent trop tard. Nous sommes aujourd'hui à peu près 800 000 régimes de protection en France pour seulement 500 mandats de protection futurs en cours d'exécution. Par ailleurs, les effectifs de magistrats spécialisés dans la protection, et j'évoque bien la protection, j'aimerais que les juges des tutelles ne s'appellent plus juges des tutelles, mais sans doute juges de la protection. Quel bel objectif. Mais en tout cas, nous sommes en nombre encore suffisamment faible, ce qui fait que nous ne parvenons pas, pour l'instant, mais il ne faut pas désespérer, nous ne parvenons pas, évidemment, à remplir toutes les missions que je vais essayer de vous citer en vous décrivant les régimes de protection. Ça n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Les objectifs fixés par la loi sont des objectifs fondamentaux que nous devons nous approprier pour qu'ensuite les pouvoirs publics puissent donner non seulement à la justice, mais sans doute aux notaires, sans doute, et on compte beaucoup sur eux pour les mandats de protection futurs, mais aussi aux mandataires judiciaires à la protection, des missions vraiment en cohérence avec les acteurs de terrain. Les mandataires judiciaires, il faut également l'évoquer, les structures d'aide aux tuteurs familiaux, puisqu'on parle des mandataires judiciaires, mais évidemment les juges peuvent nommer, et c'est la priorité des membres de la famille, qui doivent eux aussi être aidés par un certain nombre de structures. Ces structures sont insuffisantes. Le nombre de mandataires est aussi insuffisant. La formation très inégale et la réelle implication des mandataires aux côtés des personnes, dans l'intérêt des personnes et de leurs proches, est encore trop aléatoire. Et je constate au quotidien que la façon dont sont exercés les régimes de protection est extrêmement irrespectueuse des droits et de la dignité des personnes et de leurs familles. Partout, en tout cas, le manque de coordination entre les différents intervenants, médicaux, médico-sociaux, associatifs, judiciaires, demeure criant et uniquement fondé, on peut le regretter, sur les bonnes volontés individuelles. Alors qu'il faudrait mettre en place un certain nombre de liens, ça a été évoqué tout à l'heure, il est indispensable qu'il y ait du lien entre les professionnels, les familles et les personnes malades. Alors dans ce paysage qui est encore assombri par le manque de perspectives économiques claires, en tout cas pour l'instant, sur les dynamiques que doivent mettre en place les agents de l'État, mais aussi les structures privées, mais aussi les structures associatives, il est absolument indispensable de continuer à réfléchir comme nous le faisons aujourd'hui dans le cadre de ce colloque, parce qu'il sera évidemment indispensable, nous essayons de le faire sur l'Île-de-France, de mettre toutes ces bonnes volontés en lien, de manière à ce qu'à la fois en amont des mesures judiciaires, mais également pendant les mesures judiciaires, on puisse respecter les principes que je vais maintenant vous décliner. Quand le diagnostic de la maladie est posé, la première question qui se pose, elle a été évoquée en filigrane ou quelquefois très clairement,
La première question qui se pose est de savoir qui doit décider avec la personne, aux côtés de la personne, non seulement pour les soins. Je crois que là, pour les soins, on a à peu près vu dans quelles conditions les soins pouvaient être mis en place. Il y a encore évidemment du travail à faire, mais pas seulement pour les soins. Qui doit décider du lieu de vie? Qui doit décider du domicile, des modes d'aide, des modes d'accompagnement? Qui doit décider de la façon de gérer son argent? Et à partir de quels critères? Alors je vous propose, en 3 temps qui seront courts pour respecter le timing qui m'a été donné, de bien nous souvenir qu'en général, le diagnostic médical posé sur la maladie va ensuite amener des réactions extrêmement différentes suivant les personnes, suivant l'environnement familial, suivant même la posture du médecin, des positions différentes. Et en général, la question du régime de protection ne se posera pas dans l'immédiat parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce questionnement sera repoussé le plus loin possible. Dans un deuxième temps, je évoquerai avec vous la façon dont le cadre juridique posé par la loi de 2007 amène le juge à prendre une mesure de protection et ensuite éventuellement à la réviser, à l'aménager en fonction des besoins de la personne. Et puis en troisième temps, j'insisterai surtout sur le fait que les régimes de protection, quels qu'ils soient judiciaires, qu'ils soient dans le mandat de protection future ou plus généralement qu'ils soient l'accompagnement des personnes, doivent être pensés globalement. Ça a été aussi évoqué depuis ce matin. Alors une mesure de protection au sens du Code civil, c'est une mesure qui peut se décliner de 3 façons. Ça peut être une mesure provisoire, et ça s'appelle dans ce cas-là une mesure de sauvegarde de justice. Elle est provisoire dans le temps, elle dure 1 an ou éventuellement 2 ans si on la prolonge, et elle n'entraîne pas d'incapacité. Cela veut dire que la loi de 2007 a prévu des systèmes très souples pour permettre éventuellement l'accompagnement d'une personne dans un cadre contraint, très limité pour préserver ses droits. Ça peut être aussi une mesure d'assistance, et ça s'appelle dans ce cas la curatelle sous différents modes d'exercice. Ça peut être une mesure de représentation, et dans ce cas-là, on parlera de tutelle, et vous verrez que même dans la tutelle, bien évidemment, la personne conserve la possibilité d'exprimer non seulement ses souhaits, mais même sa volonté pour tout ce qui concerne sa personne, autant en tout cas qu'on lui permet de l'exprimer. Alors, avant de parvenir à ces éventuelles décisions graves du juge des tutelles, plusieurs étapes devront être franchies. Depuis la consultation du patient auprès de son médecin, à partir des troubles qu'il va ressentir plus ou moins confusément, ou que ses proches vont ressentir pour lui, ou éventuellement que les professionnels vont poser pour lui, jusqu'au diagnostic de la maladie d'Alzheimer et à la question d'un éventuel régime de protection, le parcours est long. Qui va saisir le juge et pour quelles raisons va-t-on saisir le juge? En général, la saisine du juge va se faire à partir d'un certain nombre de besoins. La question qui va se poser est de savoir, par exemple, si la personne peut continuer à gérer ses finances. La deuxième question va pouvoir être de se demander si la personne peut rester à domicile ou aller en établissement. Et on ne demandera pas le régime de protection pour protéger la personne, mais bien pour prendre une décision, réaliser un acte à sa place. Et évidemment, suivant la personne qui saisira le juge, on pourra se poser la question de savoir si la saisine du juge est bien réalisée pour l'intérêt de la personne et pas pour d'autres objectifs. Et nous voyons bien souvent que les motifs de la demande de protection sont, par exemple, la protection du patrimoine, notamment dans une perspective anticipée de succession. Il était évoqué tout à l'heure la mort du patient avant même son réel décès. Eh bien, on demande sa protection, paradoxalement, pour pouvoir protéger le patrimoine. On peut également demander la protection en raison de réels abus. On peut également demander la protection parce qu'il y a un conflit familial. Ça peut être également pour la sécurité de l'entourage. Cela peut être aussi pour réduire des coûts de prise en charge, parce qu'on estime que le maintien à domicile va coûter trop cher et que donc ça serait bien mieux d'envoyer la personne âgée en maison de retraite la moins chère possible pour pouvoir préserver les revenus et le patrimoine de la personne. Alors pour pouvoir évidemment saisir le juge, l'élément fondamental, une fois qu'on se sera posé, c'est les questions du pourquoi, c'est de détenir un certificat médical. C'est la condition d'entrée dans les régimes de protection. Il faut que le juge
reçoivent en même temps que la demande un certificat médical circonstancié qui est établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République. Première difficulté, les médecins ne sont pas suffisamment formés. Les médecins vont voir la personne très peu de temps, ne vont évidemment pas toujours mettre en perspective la demande de la famille, rarement de la personne elle-même, par rapport aux besoins de la personne. Et le médecin devra répondre à un certain nombre de questions pour lesquelles je dois dire que, sauf de rares exceptions, nous ne sommes pas satisfaits des réponses. Quelles sont ces questions? Quelle est l'altération? La personne souffre-t-elle d'altération de ses facultés mentales ou corporelles, empêchant l'expression de sa volonté pour les facultés corporelles? Quelle est la conséquence de ces altérations sur les actes de la vie civile? Il est très important que nous ayons ces explications, puisque c'est cela qui nous permettra ensuite de savoir si la personne a véritablement besoin d'une protection. Elle peut présenter des altérations, mais ne pas avoir de besoin de protection. Le médecin doit également répondre en termes de prévisibilité de l'évolution de l'état de santé de la personne. Et puis ensuite, le médecin doit dire si la personne peut être entendue ou pas. Et ça, c'est un point essentiel, puisque le magistrat, qui est le garant des libertés individuelles au terme de la Constitution, devra entendre la personne autant qu'il est possible, éventuellement en se déplaçant, ce que malheureusement peu de juges font encore, se cachant, je peux dire les choses comme ça, derrière des problèmes de moyens, des problèmes de manque de temps, qui sont réels, mais qui sont une démission totale si nous n'allons pas entendre les gens, ce qui éventuellement dans leur lieu de soins, ce qui permet d'ailleurs de savoir comment réellement ils sont pris en charge. Autre question, quel est le médecin qui va intervenir? Est-ce un médecin qui a été désigné parce que la famille le connaissait? Est-ce que ce médecin a une réelle formation pour remplir le certificat médical? Bref, vous voyez autant de questions qui sont pourtant des questions essentielles dans l'entrée dans la protection. Je dois également aborder la difficulté rencontrée par les familles, par éventuellement les professionnels, en cas de refus de la personne de se rendre dans le cabinet d'un médecin pour faire le point sur son état de santé, mais en vue d'une éventuelle protection. On peut tout à fait comprendre que les personnes ne souhaitent pas se rendre chez un médecin, et encore moins chez un psychiatre, compte tenu de ce que l'imaginaire peut encore révéler. La Cour de cassation a récemment rendu un arrêt disant que s'il n'y avait pas deux arrêts dans deux affaires un peu médiatiques, expliquant qu'une personne qui ne se rend pas chez le médecin ne permet pas au médecin de constater s'il y a véritablement une altération des facultés personnelles. Puisque le médecin ne l'a pas constaté, le juge ne peut pas derrière ouvrir simplement une procédure permettant de vérifier si oui ou non cette personne non seulement a des altérations, mais a besoin d'une protection. Si l'on suit l'arrêt de la Cour de cassation, c'en est terminé du rôle protecteur du juge. Si en revanche, comme nous sommes un certain nombre de magistrats à le faire, nous considérons que le refus peut être un refus simplement lié à un défaut d'explication, mais peut-être aussi un refus lié au fait que certains dans l'environnement ne souhaitent pas que la personne fasse un bilan de ce qui lui arrive, eh bien, nous considérons, nous, les magistrats, que si nous avons d'autres éléments au dossier, notamment des certificats des médecins traitants, par exemple, ou un certain nombre de renseignements de l'environnement, à prendre évidemment avec beaucoup de pincettes, mais si nous avons un faisceau d'éléments suffisant, nous pouvons ouvrir la procédure. Et la procédure, c'est bien cette démarche qui va ensuite permettre de vérifier si la personne a ou non besoin d'une protection. Et j'arrive à mon deuxième point, puisque pour pouvoir prononcer une mesure de protection, la loi de 2007 a prévu un cadre qui est désormais plus respectueux des droits et des libertés de la personne. D'abord parce que le juge va devoir organiser sa procédure en respectant les droits de la personne, au premier rang desquels son audition. Audition éventuellement accompagnée d'un proche, éventuellement accompagnée d'un avocat. Maître Fresnel, ce matin, n'a pas pu l'évoquer, mais si elle avait été là cet après-midi, on aurait aussi évoqué le rôle de l'avocat, qui n'est pas un rôle anodin lors de l'audition de la personne. Et puis au-delà, le juge va entendre un certain nombre de membres de la famille, les proches, va demander des renseignements, en tout cas c'est l'idéal de la procédure, de pouvoir avoir suffisamment d'éléments pour ensuite prendre une mesure qui soit, si elle doit être prononcée, qui soit la plus adaptée possible aux besoins de la personne. Alors il a été rappelé ce matin que le juge ne décidera d'une mesure de protection que si cette mesure de protection est nécessaire
et cette mesure de protection est en tout état de cause subsidiaire à d'autres régimes. Nécessaire, cela signifie que le juge va devoir vérifier non seulement s'il y a des altérations, mais si les altérations ont des conséquences. S'il prononce une mesure, il devra la prononcer pour un temps limité, donc il ne devra la mettre en place que pour le temps nécessaire à la protection. Il devra également veiller à vérifier qu'il n'y a pas d'autres systèmes tout aussi protecteurs et moins limitatifs dans les droits de la personne. Ça a été évoqué ce matin par le professeur Nogueiro. Nous devons vérifier s'il n'y a pas eu des procurations, s'il n'y a pas un mandat de protection future, bref, s'il n'y a pas d'autres modes de protection que la protection juridique. Et toute notre question aujourd'hui est de savoir comment nous articulons à la fois d'éventuelles procurations antérieures, l'éventuel rôle bénéfique du conjoint, et je dis éventuel rôle bénéfique, je suis désolée de le dire comme ça, parce qu'évidemment, nous, on voit ce qui ne fonctionne pas, et quelquefois, nous sommes obligés de constater que le conjoint, pour diverses raisons, et souvent parce que la demande de protection est arrivée trop tard, n'est plus en situation de protéger, d'être le premier à protéger son conjoint malade. Et puis, j'ai encore 3 minutes, je dois rappeler que le juge, dans la protection qu'il va éventuellement mettre en place, devra proportionner la protection à l'état de santé constaté de la personne. Alors, proportionner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juge devra veiller à ne pas prononcer une mesure de tutelle pour un patient Alzheimer. Le diagnostic posé par le médecin ne doit pas, dans l'imaginaire du juge, par une méconnaissance de ce que sont les maladies, si elles sont des maladies, ne doit pas projeter simplement une attitude de gestionnaire en se disant « maladie d'Alzheimer, peu de perspectives d'évolution, donc je mets tout de suite une tutelle ». Et une tutelle longue, parce que de toute façon, malheureusement, il n'y aura pas d'amélioration. La proportionnalité, ça veut dire que le juge devra essayer, et en tout cas ce sont les indicateurs que donne la loi, de mettre la mesure qui est la plus adaptée. Éventuellement une mesure provisoire de 2 ans, éventuellement une mesure de curatelle simple ou d'une curatelle aménagée qui lui laisse une marge de manœuvre. Le juge pourra également, dans l'organisation de la mesure, décider qu'il va nommer une personne pour accompagner ou pour représenter la personne malade, mais il peut aussi en désigner plusieurs. Un membre de la famille, un mandataire professionnel, bref, la palette donnée par les textes est extrêmement importante. Et puis surtout, et c'est le 3e point, lorsque le juge prononcera cette mesure de protection, même si la mesure est une tutelle, la loi du 5 mars 2007 a mis en exergue un certain nombre de principes fondamentaux sur les droits de la personne. Quand une personne est sous un régime même de tutelle, elle est représentée pour ses actes, pour les actes les plus importants qu'elle a à faire, pour les actes éventuellement de gestion quotidienne, mais elle ne peut pas se résumer à ces simples actes de gestion. Elle conserve par principe la possibilité de décider seule pour elle-même. Et cela, c'est une révolution dans notre droit qu'on n'a encore pas tout à fait perçue et qui pose des difficultés pratiques. Lorsqu'une personne est sous tutelle, les articles 457-1 et suivants du Code civil, et c'est très important d'aller les relire, expriment en premier lieu que la personne doit toujours recevoir une information, ça a été évoqué ce matin, une information selon des moyens appropriés à son état, et ça fait évidemment écho à la loi de 2002. Même une personne sous tutelle, elle doit recevoir de l'information du juge, de son entourage, du mandataire familial, du mandataire professionnel. On doit aller le plus loin possible dans l'explication de ce que l'on fait avec elle, pour elle, et sur les éventuelles conséquences d'un refus. L'idée étant que même le juge ne doit pas pouvoir intervenir dans la sphère très personnelle, privée, intime de la personne protégée. Pour tout le reste, et vous voyez bien que ça c'est vous allez voir que c'est une difficulté majeure, pour tout ce qui concerne la protection de la personne qui n'a pas été définie par le Code civil, et c'est heureux, puisque je vous rappelle qu'on respecte les libertés individuelles et la dignité de la personne. Article 459, la personne continue de prendre toutes les décisions qui la concernent seule. C'est le principe. L'exception, et il faudra démontrer qu'on est dans les conditions de l'exception, si elle n'est pas en état de prendre seule une décision éclairée. Éclairée, c'est par référence à l'information. À ce moment-là, le juge, donc pas le mandataire d'initiative, pas la famille d'initiative, le juge
pourra décider d'étendre le mandat, soit du mandataire familial, soit du mandataire professionnel, pour faire assister ou représenter la personne s'il y a une tutelle, pour les actes concernant sa personne. Alors, ça, vous me direz, qu'est-ce que ça veut dire, les actes concernant la personne? Et aujourd'hui, la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions des juges, les problèmes pour lesquels les juges sont saisis, sont des problèmes qui tournent autour souvent des soins. Et pour ce qui concerne les soins, la loi a réservé le Code de la santé publique. Et donc, on tourne en rond. Le Code de la santé publique ne parle des majeurs protégés que sous l'angle de la tutelle, pas du tout sous l'angle de la curatelle. Nous sommes en train de réfléchir, il faut vraiment qu'on le fasse de manière transversale, à la façon dont les soins, mais la loi civile qui nous protège tous et qui l'emporte sur le Code de la santé publique, où la loi civile doit continuer à respecter d'abord le principe non seulement du consentement, puisque le consentement, ça veut dire qu'on propose quelque chose. Là, on est sur la volonté ou le souhait de la personne, donc ça veut dire qu'on lui explique un certain nombre de choses. Et si la personne ne peut pas décider, il faudra fournir les éléments d'information au juge. Dans certains cas, dans d'autres, peut-être, ça ne sera pas au juge de décider, parce que les délais sont ainsi faits que parfois il faut prendre des décisions en urgence. Et évidemment, ce matin a été évoquée la notion d'urgence, mais la notion d'urgence n'est pas totalement définie, en tout cas en droit civil. Et les décisions jurisprudentielles que nous avons à prendre aujourd'hui, en dehors des soins, et de la notion d'acte grave, puisqu'on est aujourd'hui à savoir qu'est-ce que c'est qu'un acte grave. L'acte grave, c'est évidemment, par exemple, une amputation, c'est un acte grave. Mais il y a d'autres actes médicaux qui peuvent être considérés comme graves. Donc ça, je laisse à vos questions parce que je n'ai pas le temps de le développer. Mais l'essentiel des demandes qui nous sont adressées sont des demandes qui ont trait au logement, à la fixation du lieu de résidence et à la préservation du cadre de vie et aux relations de la personne avec ses proches. 2 articles fondamentaux, 459 mais aussi 459-2. La personne choisit librement le lieu de sa résidence et les personnes avec lesquelles elle veut entretenir des liens. Qu'est-ce que ça veut dire entretenir des liens? Jusqu'où va-t-on et jusqu'où éventuellement aborde-t-on la question, par exemple, des liens intimes de la personne, de sa sexualité? Ce sont des questions qui commencent à arriver. Chez nous, on est bien embarrassé pour répondre, mais voilà, on a ce type de questions. Le Code civil n'y répondant qu'en disant, en reposant toujours cette même base de raisonnement, la personne décide. Il est des espaces complètement intimes pour lesquels elle est seule à décider. Le juge intervenant avec un débat contradictoire, c'est-à-dire en entendant la personne, même lorsqu'elle a des difficultés à s'exprimer, pour permettre au juge de prendre une décision qui soit la plus équilibrée possible. Vous le voyez bien, je n'ai pas le temps de totalement développer, mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, lorsque la question de la mesure de protection est posée, c'est-à-dire la question du cadre légal dans lequel les familles, les professionnels, les patients vivent. Cette question de savoir qui dans le cadre légal est la personne légitime à intervenir est une question fondamentale. Ne pas se poser la question des régimes de protection, quitte à les écarter, quitte à dire que finalement on peut procéder autrement par une mise en place de liens entre professionnels et proches. Mais il faut au moins se poser cette question, les régimes de protection en eux-mêmes étant une solution à certains moments pour organiser en tout cas le respect des libertés fondamentales des personnes. J'en ai terminé sur le temps qui m'était donné. Merci beaucoup.